Ici atterrissent chaque année des centaines de jeunes Africains. Ils viennent du Sénégal, Maroc, Togo, Cameroun, à la recherche d'un avenir meilleur. Perry est arrivé en Allemagne il y a quelques semaines. Je suis arrivé en Allemagne, précisément dans la ville de Dortmund, il y a de cela un mois aujourd'hui. Et la première difficulté à laquelle j'ai fait face, c'était le problème du climat. Puisque je suis arrivé, c'était en plein hiver, et il fait moins 4 degrés dehors par rapport à d'où je viens, précisément Douala, où il fait franchement chaud. La deuxième difficulté que j'ai, c'est de trouver une chambre un peu abordable. Pour l'instant, je dors chez un ami et un cousin, sur un matelas au sol. On appelle ça cocher. Et les frais de loyer, nous devons encore les partager 120 € par personne. Je n'avais jamais imaginé laisser mon grand lit au Cameroun pour venir en bain, dormir au sol chez les gens. Mais bon, malgré tout cela, j'ai pu débuter avec mes cours d'allemand à Asta Dortmund. En quittant le Cameroun, ma maman voulait que j'étudie médecine, mais en vue des cours de langue, je ne sais pas si ce sera possible d'avoir le DSA 3 qui est exigé pour cette filière. Déjà, j'ai déposé des demandes de préinscription dans plusieurs universités dans des filières différentes, et le choix de la filière que j'étudierai dépendra des réponses de ces universités. On verra. Francine a débuté il y a 5 mois des études en architecture à l'université de Dortmund. La première frustration que j'ai eue lorsque j'ai commencé les études, c'était de me retrouver la seule noire de toute une faculté. Et de cela s'ajoute au problème de langue et c'est pas vraiment facile. Quand le prof parle, je suis comme un chien devant la télé, donc du coup, pour pouvoir m'en sortir, je dois me faire des amis, des camarades avec qui je vais apprendre et lire et travailler. Et plus particulièrement dans ma filière où le travail en groupe est important. Pour l'instant, je suis en train de chercher un job à temps partiel, appelé ici Basis, qui consiste à travailler 2 fois par semaine pour un salaire de 400 €, qui me permettra de payer mon loyer, mon assurance et quelque chose pour manger. En grosso modo, à suivre quoi. Lui, c'est Moumeni, venu du Cameroun il y a 2 ans. Quand j'arrivais en Allemagne, c'était pour faire électrotechnique. Je n'ai donc pas eu la place. J'étais obligé de choisir autre filière, donc sciences économiques. J'ai fait 2 semestres. Je n'ai pu valider que 2 matières sur 14. C'était chaud, car ma caution était finie, mon compte bancaire était vide. J'étais obligé de prendre une pause pour aller travailler. Ça fait donc 5 mois que je job dans un dépôt de boissons. On charge des camions tous les jours, à partir de 5 h du matin, même le samedi. Je ne peux pas dire la vérité à mes parents au pays, c'est qu'ils vont me tuer, car ils sont endettés pour payer ma caution. Je suis l'espoir de la famille, et en plus, j'ai des petits que je dois faire venir ici.
Diane est étudiante à l'université de Dortmund. La première des choses que je déteste ici en Europe, c'est la nourriture. Il n'y a pas de marchés genre Mokolo, Dokoti, Dakar, etc. On fait les courses ici seulement au supermarché. Et là, on ne trouve presque rien. On mange presque la même chose, le riz, spaghetti, pizza, pain, etc. Si tu veux manger des trucs africains, tu dois aller dans ce qu'on appelle ici Afroshop. Ici, tu peux au moins trouver des trucs africains, comme le miandor, le gombo, le ndolé, les pistaches, les arachides, etc. Mais c'est cher. Le paquet de ndolé à 3 €, les miandor à 2 €, et c'est seulement par occasion qu'on vient ici, sinon tu peux pas t'en sortir. Tous nos mets africains, bio, naturels que j'ai laissés au pays me manquent tellement. Le coquille, le héros, les pommes pilées, le sanga, le condré, tout ça fait avec la meilleure huile du monde, notre huile de palme. Happy vit en Allemagne depuis environ 12 ans. Il est ingénieur informaticien. Je suis arrivé en 2002 en Allemagne avec un visa étudiant. J'ai étudié informatique et en 2008, j'ai eu le diplôme d'ingénieur informaticien. Ce qui m'a permis en fait de rechercher en fait de l'emploi dans des grands groupes allemands. Pratiquement 8 à 9 mois plus tard, j'ai eu la chance d'avoir un emploi dans un groupe allemand qui fait dans la robotisation des systèmes logistiques, où je travaille depuis pratiquement 6 ans et j'ai un salaire d'environ 3 000 €. Malgré le salaire de 3 000 €, j'ai beaucoup de charges. L'enfant, il faut s'en occuper car il grandit très vite. La maison dans laquelle je suis, je dois la payer car je paye en fait des traites de pratiquement 1 000 € chaque mois. La voiture qui est dehors, je dois payer également les traites de cette voiture, l'assurance, le téléphone. Et en plus de ça, je dois envoyer de l'argent chaque mois au Cameroun pour m'occuper en fait de la famille qui est restée là-bas. Avec la crise ici en Europe, c'est pas du tout facile. Et les projets à long terme ne sont pas du tout évidents car personne n'est à l'abri d'un licenciement et d'un moment à l'autre, tout peut basculer. Surtout avec la guerre économique que la Chine a lancée contre les Occidentaux. Le Made in China, on la retrouve partout ici en Europe. Et c'est pas du tout évident pour les sociétés même qui sont ici. En plus, l'Allemagne a un grave problème de démographie avec le faible taux de natalité. Tout cela entraîne qu'ils dirigent nos enfants vers les filières courtes pour les amener à entrer rapidement dans le système de l'emploi et payer en fait les dettes qu'ils ont contractées et payer également les retraites des vieux qui sont dans le système. Je ne veux pas que mon fils paye ce que les autres ont consommé, raison pour laquelle je suis en train de faire tout pour avoir un pied en Afrique. Je suis en train de mettre un peu d'argent de côté pour investir au Cameroun. J'ai envie d'ouvrir une petite usine là-bas. Je monte au pays dans 3 mois pour étudier le terrain. À présent, direction l'Italie. L'Italie, comme presque tous les pays occidentaux dits développés, est en difficulté, avec une dette publique d'environ 132% du PIB, un taux de croissance presque nul, soit 0,2%. Tout ceci a entraîné une hausse extraordinaire du chômage, de même que le nombre de suicides. Nous sommes allés à la rencontre de 4 Africains. Ils nous parlent de leur quotidien ici en Italie.
Lui, c'est Verlin. Je suis arrivé ici en Italie, ça fait un peu plus de 3 ans. J'étudie génie industriel. Déjà, ce n'est pas une filière facile, avec le problème de la langue et tout. Mais le plus difficile, c'est la lutte pour la survie au quotidien. Le stress et aussi la peur de ne pas savoir si on va régler ses factures du mois, le loyer, la nourriture, le téléphone, l'assurance. Mais à ça vient s'ajouter aussi le problème du mépris et du racisme dont nous, Africains, nous sommes victimes en Italie. Avec la crise en Italie, les jobs sont difficiles et pour ceux qui ont un peu beaucoup plus de chance, il y a ce qu'on appelle ici en Italie contratto a chiamata. C'est-à-dire quand il y a boulot, on t'appelle, quand il n'y a pas boulot, tu ne travailles pas. Mon grand frère qui m'a fait venir ici ne m'avait jamais parlé de ce que j'appelle les petits grands détails de la vie en Europe. J'aurais peut-être réfléchi à 2 fois avant de venir ici. À l'université de Cham, il y a un département d'italien. Les étudiants arrivent en 3e année. Ils prennent la licence. Ils ont la bourse pour aller en Italie. Et vous savez ce qu'ils vont faire en Italie? Recommencer en 1re année. Et aucun d'eux ne dit non. Ce n'est pas parce qu'on me donne une bourse d'aller en Italie que je vais encore aller recommencer en 1re année ce que j'ai fait au Cameroun. Chaque année, ils sont nombreux. Ils acceptent d'aller recommencer en 1re année. Et les voilà en cours de route, ils sont tellement découragés qu'ils n'ont même pas le diplôme italien. Et certains même ne finissent même pas de prendre même la licence au Cameroun avant de partir. Donc non seulement ils n'ont pas le diplôme camerounais, ils n'ont même pas le diplôme italien. Ils sont partis parce qu'il fallait aller en Ben. Donc oui, nous contribuons. La contribution c'est quoi? C'est que quand on rentre de Ben, on ne dit pas la vérité. Comme la famille paye même la maison pour nous recevoir, nous-mêmes, il faut qu'on joue le théâtre jusqu'au bout. Ceci est malheureusement la situation dans laquelle se trouve Frédéric, qui vit en Italie depuis 5 ans. Après l'obtention de mon bac au Cameroun, j'ai dû essayer plusieurs concours, réussissant finalement celui de Polytechnique pour y faire génie civil. Pendant la 1re année, ma sœur qui étudiait déjà en Italie m'a convaincu que ce serait mieux que je vienne plutôt faire ingénierie civile en Italie. J'ai donc dû commencer les cours de langue, obtenant mon visa en fin d'année pour l'Italie. Une fois ici en Italie, déjà ce n'était pas facile d'accéder à l'école d'ingénierie, mais je me suis battu pour y entrer. Je suis arrivé en Italie en 2007, pratiquement au début de la crise, et l'État italien ne donnait plus la bourse à tout le monde. Et du coup, je n'ai pas eu la chance d'avoir la bourse ni la résidence universitaire. Et j'étais donc obligé de travailler pour survivre. Cela m'a beaucoup freiné dans mes études. J'ai donc mis 5 ans au lieu de 3 pour obtenir ma laurea triennale en ingénierie civile, ce qui est l'équivalent de la licence. Et pendant ce temps, tous mes amis avec qui j'avais réussi le concours de Polytechnique ont fini l'année passée et la majorité travaille même déjà. Je ne sais pas quand est-ce que je vais finir mon master. Je regrette vraiment d'avoir abandonné mon concours au Cameroun. Lauriane est en Italie depuis plusieurs années. Ça fait exactement 6 mois que j'ai fini avec un master en économie. Mais depuis là, j'ai envoyé au moins 150 demandes d'emploi. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune réponse. Même un simple job, je ne trouve pas et je n'ai plus de revenus. J'ai été obligée de quitter ma chambre pour venir partager celle de ma copine. Même la Questura, qui est le service d'immigration ici à Ferrara, me met déjà la pression. J'ai reçu un permis de séjour de seulement 6 mois. Je voulais aller voir du côté du Canada. On m'en a beaucoup parlé. Et quand j'ai commencé les procédures de demande de visa, qui coûtaient excessivement cher, un cousin qui vit à Montréal m'a dit c'est pas évident là-bas, qu'il est obligé de faire 2 jobs pour pouvoir se loger et se nourrir. Et moi qui croyais que c'était mieux là-bas, j'ai finalement abandonné cette option-là. Lui, c'est le jeune. Ça fait 7 ans que je suis en Italie.
Je me suis formé en ingénierie mécanique. J'ai terminé mes études, ça fait 1 an et demi. Au terme de ces études, j'ai postulé dans beaucoup de grands groupes italiens et des petits aussi, comme la Ferrari, la Ducati, le groupe Fiat, sans avoir grandes opportunités qui m'étaient offertes, quoi. N'ayant presque plus de revenus, les seules opportunités que j'ai eues jusqu'à présent n'étaient pas du domaine dans lequel je me suis formé, mais plutôt dans le domaine agricole. Et donc, l'été dernier, j'ai donc accepté un job qui s'appelle Vendemmia, qui consiste en la récolte des raisins pour un salaire dérisoire. Durant ce job, et même après, je me suis posé de nombreuses questions. Entre autres, est-ce que j'ai laissé le Cameroun pour venir ici en Italie travailler dans des plantations pour survivre? Et pour nous qui avons lu quelques livres sur l'Afrique et son histoire, ceci ressemble étrangement à une seconde forme d'esclavage, voire pire, car nous le faisons cette fois-ci volontairement. Et depuis ce moment, j'ai changé pratiquement tous mes plans. J'ai décidé de ne plus travailler comme salarié dans une société en Europe. J'aimerais, comme nombreux de mes amis africains avec qui j'ai eu un cursus commun, rentrer dans mon pays et participer activement à son développement. Après l'Allemagne et l'Italie, nous nous rendons en France. Bienvenue à Paris. Tout ce beau décor qui nous rappelle les 30 glorieuses est bien derrière nous. La réalité actuelle est plus froide. La France connaît un chômage galopant, une croissance nulle, un déficit qui se creuse et une dette publique qui atteint officiellement le chiffre record de 2000 milliards d'euros, soit environ 95% du PIB. La situation économique et sociale est critique. Tous les signaux sont rouges. Nous sommes allés voir comment vivent les Africains à Paris. Ici, nous sommes au pied du symbole même de Paris, la Tour Eiffel. On y trouve plusieurs jeunes Africains. Ils font le commerce ambulant d'objets de souvenirs. Non loin de là, plus précisément le long de la fameuse avenue des Champs-Élysées, nous avons rencontré d'autres Africains qui ont pour tâche le nettoyage des rues et poubelles. Ils font tous ces petits jobs pour survivre et envoyer quelques zéros à la famille restée au pays. À présent, direction Château Rouge. Sac, mon frère, je m'en vais, mon frère. Sac, mon frère, je m'en vais, sac. Bon bâton. Ici à Château Rouge, on se croirait dans un quartier populaire d'Abidjan ou bien de Lomé. Mais non, nous sommes bien et bel à Paris, pratiquement au cœur de la ville, dans le 18e arrondissement. On y rencontre chaque jour de milliers d'Africains originaires des 4 coins d'Afrique. Les langues maternelles s'entremêlent, Lingala, Wolof, etc. Ici, le moindre petit gagne-pain est le bienvenu. Certains font le commerce à la sauvette des vivres venus d'Afrique, des articles prêts à porter, le tout installé à même le sol, ou bien dans des sacs, et jouent au chat et à la souris avec la police toute la journée. D'autres cherchent des clients pour les nombreux salons de coiffure afro qui se trouvent de ce côté. À présent,
nous allons à la rencontre de jeunes Africains qui ont quitté leur pays pour la France, qu'ils voyaient comme le paradis. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Ils n'ont pas de papier, pas de travail, pas de domicile fixe. Moi, c'est Keita Mamadou. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis né le 3e mois 1998. Le travail que je faisais en Côte d'Ivoire, c'était le football. Et bon, ça ne marche pas du tout. Et bon, voilà pourquoi j'ai tenté de venir en Europe pour me débrouiller. Parce que je pensais, si je venais en Europe, ça allait être bien pour moi. Et là, c'est le contraire. Puisque j'étais en Côte d'Ivoire, ça fait 4 mois aujourd'hui. Ouais, je suis quitté en Côte d'Ivoire. Et je suis venu au Niger. Et j'ai fait quelques jours au Niger. Et après Niger, maintenant, je suis venu en Libye. Après, maintenant, je suis venu en Italie. Et après Italie, je suis venu en France. Parce que depuis longtemps, c'était la France, mon pays de rêve. Non, quand je suis venu en France, j'avais l'adresse qu'on m'avait donnée pour joindre quelqu'un ici. Et arrivé ici, l'adresse, ça ne marchait pas. Et donc, j'étais obligé de rester dans la rue. Et comme ça, je dormais dans les métros, dans les trains. Et un jour, la police m'a envoyé à la PAOMI. J'ai été envoyé par la police à la PAOMI. Et après 20 jours maximum, eux aussi, ils ont fait mon interview. Et après, mon résultat est sorti, ils m'ont dit que non, et qu'ils ont l'impression que j'ai la famille ici en France. Et donc, ils m'ont rejeté comme ça. J'ai fait rien. Ah, pourtant, en Afrique, je faisais quelque chose. Je ne dormais pas dans la rue. Nous sommes samedi soir. Les rues de Paris sont bondées de fêtards. Malgré la marginalisation des Africains ici en France, ils trouvent quand même le temps d'organiser des soirées chaque week-end. Merci beaucoup. Quand cela n'est pas possible, ils passent à l'élection Miss de chaque village. À 16h tardives de la nuit, tous ne sont pas là pour y faire la fête. Certains sont là pour le travail. D'autres y pratiquent le plus vieux métier au monde. Ici, on appelle ça faire le trottoir. En français facile, ça s'appelle la prostitution. L'une d'entre elles a accepté de nous raconter son histoire à visage caché. Je suis arrivée ici en France il y a de cela 2 ans. C'est un blanc que j'ai rencontré sur Facebook qui m'a fait venir ici. Une fois en France, nous avons vécu ensemble pendant 6 mois. Et un bon matin, il m'a demandé de sortir de chez lui. J'étais dans la rue, sans boulot, aucun sou. En plus, on était en hiver. J'ai trouvé refuge chez l'une de mes copines qui, après 2 mois, ne pouvait plus m'héberger. Donc, je n'avais pas d'autre choix que de faire ça pour survivre. J'ai mis un peu d'argent de côté pour acheter mes papiers. Si tout se passe bien, d'ici 1 mois, je les aurai. Avant d'arriver en France, j'ai eu un master en marketing au pays. Et si tout se passe bien, j'espère trouver un vrai boulot. L'Europe n'est vraiment pas le rêve qu'on nous vend à la télé. Notre tournée européenne terminée, à présent, dernière étape, direction l'Afrique, le berceau de l'humanité. Bienvenue au Cameroun de Oumyobé. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Plus grand que l'Allemagne, 15 fois la Belgique, le Cameroun a une superficie d'environ 475 000 km², sur lequel vivent environ 25 millions d'hommes et femmes extrêmement jeunes. J'aimerais devenir ingénieur informaticien pour connecter tout le Cameroun à la 4G. J'aimerais devenir ingénieur en fabrication mécanique et construire la première voiture 100% camerounaise. J'aime bien manger le riz. J'aimerais devenir le plus grand producteur de riz d'Afrique centrale. J'aime bien le poisson, je veux élever le poisson. Notre pays possède une merveilleuse diversité culturelle et plusieurs langues. Au Cameroun. Yo Congo. Gen Congo yok. Mek Cameroun. Manangu Cameroun. Ding Cameroun. Mete Ding Cameroun. Coucou,
du Cameroun et Combat. Cette Afrique en miniature, avec un potentiel naturel énorme, est le grenier d'Afrique centrale. Depuis la modification des accords de défense militaire avec la France en 2009, le pays est désormais libre d'entamer des partenariats stratégiques gagnant-gagnant avec d'autres puissances, telles que la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, pour la modernisation du pays, notamment dans la construction des infrastructures, telles que les autoroutes, les chemins de fer, les ports, les ponts, les stades de football, les barrages hydroélectriques. Tout ceci est indispensable pour son décollage économique. Le pays renforce en permanence son dispositif de sécurité et de défense, en hommes et en matériel, comme par exemple l'acquisition des hélicoptères de combat dernier cri, de fabrication russe, des aéronefs de marque chinoise. En plus de cela, une partie des soldats de l'armée camerounaise finissent leur formation militaire en Chine. Là-bas, ils sont formés à travailler en temps de paix pour prévenir la guerre et non plus rester et attendre la guerre comme c'était le cas avant. Il n'y a pas de paix sans sécurité, pas de développement sans paix. Des investisseurs chinois, turcs, qatariens se bousculent pour y investir, non seulement dans la construction d'aéroports, logements sociaux, centres commerciaux, mais aussi dans les mines. Tous ces gros investissements créent des milliers d'emplois directs et indirects locaux. Membre pour l'instant de la Banque des États d'Afrique centrale, le pays se prépare à devenir non seulement un Eldorado pétrolier, comme son voisin la Guinée équatoriale, mais aussi minier, avec la découverte de l'un des plus grands gisements de diamants et de manganèse au monde. Malgré toutes ces belles prévisions éco- et macroéconomiques, le rêve, l'illusion sont encore fortement entretenus dans l'esprit d'une grande partie de jeunes. Ils sont titulaires d'un baccalauréat, d'une licence, d'un master, voire plus, incapables de se retrousser les manches pour prendre leur part du gâteau, c'est-à-dire être des protagonistes du domaine économique chez eux, notamment dans le secteur industriel. Ils préfèrent fuir leurs responsabilités en s'alignant devant les ambassades des pays surendettés, dans l'espoir d'obtenir un visa pour ce qu'ils croient naïvement être le paradis. Malheureusement, nous importons encore presque la totalité des biens et d'équipements et produits que nous consommons. Ceci porte un très grand coup à notre balance commerciale avec nos fournisseurs traditionnels. Nous devons inverser ce phénomène en faisant tout simplement ce que disait le camarade capitaine Thomas Sankara, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. En produisant et en consommant ce que nous produisons, cela nous permet non seulement de réduire nos importations, mais aussi de créer des millions d'emplois. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes entrepreneurs qui croient à l'avenir radieux de notre pays et ont pour cela déclaré la guerre aux importations dans tous les secteurs, des produits agroalimentaires aux matériaux de construction, passant par les TIC. Ils sont la preuve qu'on peut réussir en restant au pays. Direction Balmayo, à la rencontre d'une femme qui fait bouger les habitudes alimentaires des habitants de la capitale politique. L'aliment le plus consommé dans notre pays est le pain, fait à base de farine de blé, importé d'Europe. En 2012, nous avons importé pour environ 500 000 tonnes. L'on est parfois tenté de croire que les femmes ne sont pas faites pour l'entrepreneuriat, ce qui est bien sûr faux. Madame Doriti se bat au quotidien pour équilibrer la balance commerciale de notre pays. Je m'appelle Salamo Doroti Binla, épouse Siewe. Je suis chercheure indépendante et c'est grâce à ma recherche que je suis arrivée à innover dans la transformation agroalimentaire avec un de mes produits qu'on appelle Gary Light. Et grâce à ce Gary Light, j'ai été lauréat pour les GESIC, Journée d'excellence de la recherche scientifique et innovation au Cameroun. Et après avoir été sélectionnée comme meilleure jeune inventrice femme, j'ai été encouragée d'aller breveter ces innovations, ces inventions à l'OAPI. Et c'est après ça que j'ai pris mon courage, après plusieurs échecs dans l'ENAM, d'entrer en ENAM, parce que j'ai fait trois fois successivement, j'ai été admissible, mais à l'oral, je n'ai pas été chanceux, comme je peux dire. Mais mon mari, qui est M. Siewe, m'a encouragé à voir autrement.
qu'au lieu de chercher le travail, il faut créer, il faut innover. Il faut chercher à être même une femme chef d'entreprise et même leader de ta promotion de l'entrepreneuriat jeune et l'entrepreneuriat féminin. C'est comme ça que, à mon jeune âge de 22 ans, je me suis lancée avec toute mon énergie et l'encouragement de M. Siewe à distribuer. Je faisais les porte-à-porte de mes produits. J'ai même laissé, parce que j'étais vacataire dans un collège de la place, et mon mari m'a encouragé à laisser, à me concentrer sur la recherche, et ensemble, avec sa contribution, nous avons arrivé à créer un GIC. Voici quelques-uns des produits de la Garyland. Nous avons ici la gamme de pralines perles noires, c'est-à-dire ici c'est les fèves de cacao enrobées à la farine de manioc, donc la farine panifiable de manioc. On peut les enrober aussi avec toute autre farine panifiable, c'est-à-dire le plantain, l'igname, le macabo, la patate. Mais nous évitons d'utiliser le blé dur qui n'est pas cultivé par nous-mêmes. Donc nous utilisons toutes les farines de racines et tubercules. Ici, c'est le fourré. Donc c'est les fèves de cacao fourrées dans les dattes. Parce que nous voulons jumeler deux cultures, la culture de Sahel et la culture de forêt. Donc, une sorte d'intégration nationale. Donc, il n'y aura pas de préjugés tout autour de cette fève de cacao, autour de cette date. Tout le monde va identifier sa culture là-dedans. Que ce soit les musulmans du Sahel, que ce soit les chrétiens de forêt. Tout le monde trouve son identité dans cet produit. Alors là, il y a l'intégration nationale et on peut dire que nous avons innové et nous avons inventé une nouvelle forme de patriotisme qui est autre que la danse, qui est autre que la musique, qui est autre que le football, mais dans l'agroalimentaire. Alors il y a d'autres formes de pralines parce que nous voulons faire consommer ces produits naturellement. Par exemple, ici, comme je parlais tantôt des fèves de cacao, c'est praliné et c'est fourré dans les dattes parce que les gens n'aiment pas trop l'amertume, ils n'apprécient pas l'amertume qui est dans le cacao. Mais consommé naturellement, les fèves ont beaucoup de vertus. C'est pour ça que pour atténuer ces amertumes, nous avons pensé que la date qui est très sucrée, un sucre très digestible qui ne nuit pas à la santé, est formidable. Aussi, l'autre praline ici, c'est le soja. Faire consommer le soja par les enfants, c'est très difficile. C'est-à-dire, psychologiquement, les enfants rejettent le soja. Pourtant, il n'y a pas meilleure protéine, il n'y a pas meilleure vitamine qui existe dans la nature. Parce que les protéines végétales, par exemple, pourquoi nous sommes arrivés à ceci? Les protéines animales sont très coûteuses. Combien de Camerounais peuvent accéder à 1 kilo de viande, par exemple? Mais rien qu'un kilo de soja représente 3 kg de viande rouge, c'est-à-dire la viande de source animale. Pour avoir 1 kg de soja, ce n'est pas très difficile sur le marché parce que le marché, le soja est disponible dans nos champs, les gens ne le transforment même pas assez. Donc, même pour les œufs, il faut manger dans une aviole d'œufs pour avoir ce que rien qu'un kilogramme de soja peut te donner. Pour couper court, le soja est très riche en protéines et ça n'a pas des effets secondaires. C'est pour ça que nous voulons développer d'autres formes de consommation de soja. Il n'y a pas que les pralines pour grignoter les fèves directement. Il y a aussi la viande végétale, il y a les saucisses végétales. On peut faire des jambons avec le soja, pourquoi pas. Donc, valoriser ce que nous-mêmes nous produisons localement, que d'acheter le soja importé dont on ne sait même pas la source. Des fois, c'est beaucoup plus génétiquement modifié et ça nuit beaucoup à notre santé. Il n'y a vraiment pas la sécurité alimentaire si nous continuons à consommer ce que nous ne produisons pas, ce que nous ne transformons pas et nous donnons la préférence à ce que nous-mêmes, nous ne transformons pas. Donc, il faut donner l'avantage ou bien il faut préférer plutôt consommer ce que nous-mêmes nous transformons localement. C'est pourquoi ces pralines à base de soja. Donc, c'est facile pour une maman de sortir 50 francs ou 100 francs, une maman, excusez-moi, de sortir 50 francs ou 100 francs pour acheter
le soja qui est riche que d'acheter les biscuits qui ne donnent rien à l'enfant. Parce que les biscuits, c'est de blé et on ne sait pas ce qu'on a composé là-dedans. Mais ça, c'est le soja pur. Alors, ici aussi, il y a les chips. On peut faire des chips pour nos enfants, pour grignoter. Les chips de plantain, les chips de manioc, tous nos racines et tubercules, on peut les transformer en chips de patates. C'est facile à faire. Et ici, vous avez un pack de sanga prêt à cuire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère est souvent très difficile à composer. Des fois, ceux qui sont même des fonctionnaires, ils ont des difficultés d'aller au marché à l'heure où ils sortent de travail. Avec ce principe de travail en journée continue, la maman n'a plus le temps de rentrer à la maison, faire la cuisine pour la famille. Donc, la Garelane a pensé qu'il faut faciliter la tâche à la maman, à la ménagère, en faisant des kits comme ceci. Ça, c'est le sanga, c'est un mets traditionnel du centre qui est vraiment prisé. Mais avec cette facilitation, la maman n'a qu'à réhydrater ces produits qui sont à l'intérieur. Parce que ici, on a ce qu'on appelle l'issouk, dont les noix de palme qu'on a déjà pilées et enlever les pulpes à l'intérieur, dans les noyaux à l'intérieur. Donc, ça, c'est le maïs frais séché. Grâce à ce four, nous pouvons sécher toutes sortes de plantes, toutes sortes de légumes. Alors voilà, la maman n'a qu'à réhydrater dans l'eau chaude et son pommet est prêt dans quelques minutes. C'est cette même idée, c'est-à-dire le sanga, excusez-moi, parce que il y a le pomme, il y a le sanga, il y a tous ces feuilles que vous voyez là, il y a même le ndolé. La maman peut dans quelques minutes réhydrater toutes ces feuilles et préparer. Il y a le héros qui peut être séché, il y a le folon, il y a le ndoo, il y a tous ces produits que vous connaissez, même jusqu'aux tisanes, même jusqu'aux condiments. Parce que, permettez-moi de revenir de ce côté de la table, on peut conserver tout. Parce que, faute de transformation, il y a beaucoup de pertes post-récolte. Les mamans ne savent pas comment garder, parce que dans les villages, il n'y a pas de frigo. Il suffit donc de développer d'autres méthodes de séchage de ces fruits, de ces légumes, de ces épices, pour pouvoir utiliser quand ce n'est pas la saison. Parce qu'à toute saison maintenant, la maman peut trouver son adjom, elle peut trouver son pépé, elle peut trouver toutes les épices que vous connaissez. Pour le poisson, il y a le mesep, pour le mbongo chobi, vous avez tous ces produits qu'on peut sécher et transformer en poudre pour la meilleure conservation. Même chose pareil pour le manioc. Le manioc peut être séché. Il y a ce qu'on appelle ici dehors le bomkwem et le munumumbong. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle. C'est une sorte bref, pas une sorte, c'est le manioc trempé. C'est le manioc trempé. Mais maintenant, pour conserver ce manioc, pour pouvoir réhydrater et présenter, parce que c'est un de nos produits, introduire le manioc trempé dans les milieux scolaires. Alors, comment conserver ces maniocs produits de façon industrielle? Ce n'est que de cette façon, et je dis c'est possible, quand c'est réhydraté, ton moumoumbong est prêt à consommer. Même chose avec l'ananas, on n'a pas besoin de réhydrater ça, mais vous pouvez grignoter directement, ainsi que la mangue et tout autre fruit qu'on a, donc des fruits saisonniers. Donc, on n'a pas besoin d'une saison pour avoir avec nous l'ananas ou l'orange ou la pastèque, je ne sais pas quoi, vous pouvez citer ça. Alors, je viens sur les racines et tubercules. On a des pertes post-récolte des racines et tubercules, faute de transformation. Commençons par le manioc. Le manioc est très sensible parce que 2 jours après la récolte, 2 jours même, je dis c'est trop parce que ça commence même à se dégrader dès que de quelques heures après la récolte. Donc, il faut quelque chose, il faut transformer. J'ai regardé, quand je dis j'ai, c'est-à-dire moi et Garelane, on a regardé que pourquoi ne pas innover dans le domaine de la transformation. Tout le monde fait le gari, tout le monde fait le bâton, tout le monde fait le mitumba. Vous pouvez citer tout ce qu'on fait avec le manioc. Nous avons pensé, pourquoi ne pas faire autre chose que les gens ne font pas, mais que les gens aiment. Donc on a regardé
il y a une importation massive des pâtes alimentaires de l'étranger. Et quand vous regardez le coût, ce n'est pas tout Camerounais qui peut avoir accès à ces pâtes alimentaires. C'est pour ça que nous avons pensé que pourquoi ne pas faire des pâtes alimentaires à base de nos racines et tubercules. Même pour la transformation aussi du manioc, nous on a parlé des boissons aliments. La malta, permettez-moi de citer la malta, qui est une boisson aliment qui existe, n'est pas camerounais. Et la matière première de base, c'est toujours le blé. Bon, nous, on a pensé qu'avec notre manioc, on peut aussi faire une boisson aliment qui soit riche, qui soit équilibrée et qui soit moins cher, accessible à toute la population, qu'on peut vendre même à 100 francs, sur différentes formes, différents emballages. Toujours dans cette belle ville de Baye-Mayo, nous avons rencontré des jeunes qui se battent pour réduire la dépendance de notre pays aux poissons importés, parfois pêchés dans des eaux de qualité douteuse. Selon les chiffres de la douane de notre pays, nous avons importé en 2013 environ 284 000 tonnes de poissons, ce qui représente 92 milliards. C'est une aberration. Comment expliquer que le Cameroun soit un grand importateur de poissons alors qu'il est traversé par de nombreux cours d'eau et dispose en outre d'une longue façade maritime? Et si c'est notre salle d'écloserie, là où on fait notre reproduction artificielle, qu'est-ce qui se passe? On pêche notre géniteur, on apporte, on fait l'injection, on extrait les hypophyses, on injecte dans notre poisson femelle et le lendemain, on revient, on sort les œufs qu'on va mettre dans les bacs que vous voyez là, les 6 bacs-ci, on met dedans sous la carte et après 48 heures, on enlève notre cadre et on laisse maintenant les larves. Et les airs à pompe que vous voyez là, ça nous aide à oxygéner notre bac pour que les larves puissent avoir l'oxygène à toute heure. Après une semaine, on va maintenant enlever pour mettre dans les tanks d'alevinage que vous devez regarder dehors là-bas. Pendant une semaine, on nourrit avec Artemia. L'Artemia-ci. Pendant une semaine qu'ils sont ici dans le bac, on nourrit avec Artemia-ci. On sort juste 5 grammes. Comme ça. Comme vous voyez là. Et on verse au-dessus pour que les larves puissent plus manger. Et avant, pour enlever ça dans le bac que vous voyez là, on utilise le tuyau aussi. On met un peu l'eau dans le seau. On tire, ça entre dans le seau. On peut prendre les assiettes ici. Et on met le filet ici au-dessus. Et on pose en bas, on ouvre là-bas à notre vidange et ça verse dedans et après on enlève pour aller mettre dans les étangs d'alevinage que vous devez regarder là-bas dehors. Merci. Eh bien, nous nous trouvons à la provenderie de la station. Ici, nous mettons l'aliment, nous composons nous-mêmes l'aliment destiné à nourrir nos poissons. Et pour ce, nous nous servons des différents ingrédients que nous trouvons sur le marché. Bien sûr, il y a certains ingrédients que nous-mêmes nous produisons. Je vais citer par exemple le maïs. Le maïs, nous avons le soja, nous avons également la farine de poisson que nous-mêmes nous produisons sur place. Également, nous achetons sur le marché le coton et
le son de blé. C'est ces ingrédients donc, que nous mélangeons pour obtenir ce que nous appelons la poudre, ou alors la provende, destinée à nourrir nos poissons. Et cette provende également, nous pouvons l'obtenir en granulé. Et on se sert donc de cette machine, qui est une granuleuse. On se sert donc de cette machine pour obtenir le granulé que voici. Donc, il est à noter que le granulé est meilleur pour le grossissement. Parce que lorsque un poisson ingurgite un granulé, on est sûr que le poisson a pris tous les éléments nécessaires à sa croissance. Par contre, quand c'est la poudre, il peut piquer certains ingrédients seulement. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Nous mettons à la disposition de la station l'aliment qui permet de nourrir nos poissons. Ici à la station Carrefour, nous fumons du poisson. Lors des périodes de grande pêche, nous fumons le poisson pour la farine que nous utilisons pour l'aliment. Et ensuite, nous fumons aussi pour les clients, les éventuels clients. Nous avons 2 grands fours constitués de 4 foyers, 2 foyers de chaque côté, comme vous constatez. Et là, nous avons une table pour découper le poisson. Ici, c'est 2 bacs qui nous permettent de nettoyer, de laver le poisson avant de le fumer. Ici, nous sommes au centre d'alvinage. Ce centre abrite les alevins et les géniteurs. Parce que là, présentement, nous sommes par exemple dans un étang de géniteurs. Nous allons voir tout à l'heure les géniteurs de Cap-Fort. C'est-à-dire, lorsqu'il y a de production à Cap-Fort, c'est ici qu'on vient pêcher les géniteurs. Pour obtenir les... Et c'est sur ces géniteurs qu'on obtient les œufs. Je crois que vous avez vu les larves là tout à l'heure. Bon, après, dans le centre d'alvinage, il y a un centre de grossissement. C'est-à-dire, après, au bout de 30 mois, parce qu'au centre d'alvinage, nous pêchons tous les 30 jours. C'est-à-dire, chaque mois. Après la pêche, donc, nous procédons à ce que nous appelons le calibrage. Le calibrage, c'est quoi? C'est-à-dire, chaque fois, il faut séparer toujours les petits des gros. Sinon, il y a ce qu'on appelle le cannibalisme, les gros qui prennent les petits. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait avant d'empoisonner? On calibre d'abord, avant d'aller à l'empoisonnement. Au niveau donc de l'empoisonnement, d'un étang de grossissement par exemple, si on choisit de mettre les gros dans un étang de 15 grammes, on ne met que les gros de 15 grammes. Si on choisit peut-être de mettre les petits de 5 grammes ou de 8 grammes par exemple, on ne met que les petits de 8 grammes. Bon, sinon, il y a ce que nous appelons le cannibalisme. Vous comprenez pourquoi il faut les séparer? Si on ne les sépare pas au bout du rouleau, on n'aura pas de résultat. Si nous sommes donc au centre de grossissement, naturellement, on pêche tous les 6 mois. Quoique vous savez qu'à Cap-Fort, on pêche tous les 6 mois. Pourquoi? Parce qu'au bout de 6 mois, on a les poissons de 500 à 1 kg. Prêts donc pour la consommation. Et vous savez que nous sommes aussi d'abord nous-mêmes clients de Cap-Fort parce que vous avez vu à l'entrée de la station, il y a un restaurant. Il y a en face également un hôtel. Donc nous-mêmes, nous consommons d'abord nos produits. Dès qu'on pêche, on consomme d'abord parce qu'il y a des clients qui arrivent au niveau du restaurant. Il y a ceux qui viennent de l'hôtel. Le reste, donc, on fait souvent appel au public. C'est-à-dire, il y a des annonces qui passent souvent parfois à la radio, FM, Balmayo, parfois dans les tracts que vous pouvez découvrir un peu partout dans la ville. Et c'est comme ça que nous procédons à la distribution. Bon, je vais aussi vous dire que nous avons un hall de vente. La distribution ne se passe pas dans les étangs, non. Il y a une poissonnerie appropriée dans laquelle on trouve les poissons, des bacs qui permettent de stocker les poissons vivants. Donc au niveau de la poissonnerie, quand les clients, quand ils arrivent, on trouve les poissons toujours vivants. C'est-à-dire on a le moyen de les conserver vivants même en poissonnerie. À présent, nous nous rendons dans le nord-ouest du pays, plus précisément dans le village d'Op, à la rencontre
de la coopérative Ndop Rice Value Chain, qui a pour objectif de récupérer une partie de ce gros pactole à plus de 11 chiffres de nos importations massives de riz. Come on, let's do it now. My baby, my sweet mama. Let me tell you something about this, my sweet mama. The only woman who defeat me to grow and make me a man. Thank you, for the love you showed me. Without you, my Bamedai, I know for this existing. Thank you, my Bamedai. Thank you, my homeland. God bless you, my mama. For the sacrifice for your children. I am proud of you, you are rich. I am proud of you, you are strong. You defeat the whole Cameroon, like Africa in the one land. My Bamedai. I'm Madam Tanja Grace, and I am a member of Nerika Rice Summer. I am here presenting our rice farm. Now we are finished harvesting for the year 2014. We are now preparing for corn, because after rice we cultivate corn, maize. After maize, before we cultivate rice. We are now doing the cultivation of maize. Cultivation of rice is very, very easy. We have no difficulties in it because we have been trained to work rice. That is why we have no difficulties for the cultivation of rice. We grow rice in our area, and we have our group called Nerika Group that we have all been trained. We are PVS farmers in Ndop. So there is no difficulties we can find in rice cultivation. Après la production du riz, place à la phase de décortiquage. Welcome to the Ndop Rice Value Chain Cooperative. So here we are at the Ndop Rice Value Chain. And then here at the Ndop Rice Value Chain, we have several activities that we carry out. First of all, we buy paddy from farmers to store in this warehouse. After which we haul and then sell the rice. So here we are standing in the warehouse, in the magazine. So when we buy the rice from the farmers, we have to keep the rice here. And then when we keep the rice here for safety, then after that we then process the rice, we haul it and we use to sell to the population. So we are just from where we store rice, from that magazine. Then from the magazine I will bring the rice here after drying it outside on the sun to get dry well, so that it will pass. The reason for drying the rice is to make sure that if the machine will hold the rice and it will come out very clear. So when we dry, after drying, removing the rice from the magazine and drying it on the sun, we then take the rice in. We put it here. This is where we pour the rice here. And there will be somebody standing here to make sure that it controls the rice. So the rice will move from here to this machine, to this part of the machine. Then the machine will come carry the rice here. So from here, in this machine, this machine helps to separate the rice from all the dirt, sieve the rice so that it should be clean. Then from this machine, the rice will then be, when the rice is clean, it is sent to this other machine, this other part of the machine. It carries it up, then and sends it into this other machine, part of the machine. So from here, this is where the rice is hauled. So the rice, the process of hauling is taking place, all the dirt
from the rice, the peelings, everything will be sent to that part of the machine where it sends out all the dirt in the form of a bran. The dust, everything will be sent there. After the oiling, it will fall here and then goes up and then it's sent to this machine. Then in this machine here, this part of the machine, this is where the rice, the real rice that has already been hauled, will come to this machine. Then in this machine, it has the, here, this is where the rice is graded into the first grade. This is where the first grade comes out. Then here the second grade. Then here you have the where the buzu comes out. So from there, the final product comes out. Here we have. So this is where we saw the final product. That's the rice. Outside here, I talked of the first grade. This is the first grade. You see how it comes out in grains, full grains, no broken grain is there, no broken grain. Then there's the first grade. Then the second grade, we have the one that is having broken grains. There, from here, we also have the buzu and the third grade. So we are from the oiling machine now. We are moving to the biscuit center where we process rice into other rice-based products. Here we have machines that we use in producing biscuits and other like biscuits and cakes. So we have here the oven where we bake the products. We have the mixer where we mix the flour that we produce. Yes. So now we have here the flour, rice flour. Yes. We take the buzu from there. This flour is made from that buzu that we saw down there. We take the buzu, we process it, and we produce flour. And then from this flour now we use the flour to produce biscuits. These are the biscuits that we produce using the rice flour. Here we have two colors. The plain and then the mix. This one is made of chocolate. This one is just with butter. Yes. So in this center, this part of still part of the rice value chain, where we use the rice to produce other products. Apart from biscuit, we can also produce products like you can make cake. We have other products. Since we are still beginning, we need to do it gradually. We have other products like pop rice, rice juice, rice milk. We use only the rice flour to produce all those rice-based products. So those are the activities that we carry out here at the rice value chain. Direction l'ouest du pays, à Bafoussam, capitale régionale, à la rencontre d'un jeune éleveur. Joy, I'm gaki. Boafusam, tungaki. Boalange, I'm gaki. Boamju, tungaki. Boa yoga, boa home, I'm gake. Gading kwavanga tombunda, chungake. Boa joy, I'm gake. Oh, aleta, boa fusa,
Chungake, oh, aleta, po alange, amgake, oh, aleta, po amju, chungake, oh, aleta, po ayo. Après mon bac, je suis allé à l'université où j'ai eu un diplôme. Et après avoir cherché au travail longtemps sans trouver, j'ai rencontré un ami qui m'a conseillé de le rejoindre dans le domaine dans lequel il fait, qui est l'élevage des poulets. J'ai donc débuté avec 100 poulets de chair. Et après 2 ou 3 vagues, je me suis rendu compte que ce n'était pas très rentable comme les poulets pondeuses. Et je suis passé aux pondeuses. Actuellement, je suis à 1000 sujets et je compte lancer d'ici le début de l'année prochaine 2000 sujets. Au début, j'achetais l'aliment déjà fabriqué, mais je me suis rendu compte que la qualité et le prix n'étaient pas abordables. Actuellement, maintenant, je confectionne moi-même mon aliment à base du maïs et du soja que j'achète sur le marché. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Nous sommes actuellement en train de chercher les terres agricoles pour pouvoir produire le maïs et le soja qui sont les 2 éléments de base des poulets. Deuxièmement, nous sommes en train de faire des études de faisabilité pour pouvoir installer nos propres couveuses. Et ceci pour ne plus acheter les poussins d'un jour sur le marché. Tout ceci va nous permettre d'augmenter notre marge bénéficiaire. Je ne regrette pas un seul instant de m'être lancé dans cette activité. Je suis mon propre patron et en plus je trouve mon compte. J'invite tous les jeunes à venir me rejoindre dans cette activité pour qu'ensemble on puisse combler le déficit en poulet et en œufs dans notre pays. À présent, nous nous rendons dans la ville de Tchang, où un jeune entrepreneur agricole est en train de nous prouver qu'on s'est trompé en passant plus de 50 ans à produire les cultures inutiles que sont le CCC. Entendez par là café, cacao, coton. Accroche-toi à nous si tu veux sourire. Ceci n'est qu'un son mélange mélodie. Wayo wayo, ayo, Mawata Almadi. Wayo wayo, ayo, voilà voilà ceci. Accroche-toi à nous si tu veux sourire. Ceci n'est qu'un son mélange mélodie. Wayo wayo, ayo, Mawata Almadi. Wayo wayo, ayo, voilà voilà ceci. Me get on, belok uvom peping, keke pam get on, keke wamble goku koke gayem bong, dim tapam bong bong be wulo lichom aye bong, uliye pam bong gaye liping boss nyam tenche, upemo ulok keke get, wala some teaser, wala some, yeah wala some teaser, wala some teaser, wala some teaser. Après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai essayé sans succès beaucoup de concours. Vraiment, ça ne faisait pas bon vivre de voir un jeune qui ne réussit pas à entrer dans la fonction publique comme les autres. Bon, entre-temps, donc, j'avais mon oncle à qui je rendais visite
pendant les vacances au village et qui, de temps en temps, avec qui de temps en temps, on travaillait souvent dans la plantation. Et mon oncle, lui, il cultivait les pommes de terre. Alors, je me suis rendu compte, j'ai été très frappé par un phénomène. Justement, je me suis rendu compte que mon oncle travaillait sur... il avait environ 1 hectare de champ sur lequel il faisait les pommes de terre et il travaillait justement avec les ouvriers. Alors, par 2 ou 3 fois, il m'a demandé de l'aider dans son compte d'exploitation. Je me suis justement rendu compte que le monsieur, une fois qu'il avait récolté les pommes au bout de 2 mois et demi et qu'il les avait vendues, quand il payait ses ouvriers, mais j'ai été tout à fait subjugué de la somme qu'il avait comme bénéfice. Alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je devrais continuer à refaire des concours pour lesquels je ne réussissais d'ailleurs pas et pour lesquels on me demandait beaucoup d'argent. Des concours aussi pour lesquels le salaire n'est pas... quand on a même ce concours, on ne gagne pas grand-chose. Parce que vous voyez, le plafond de la fonction publique au Cameroun n'atteint pas 250 000. Moi, je me suis dit, bon, de toutes les façons, je vais essayer à me comporter un peu comme mon oncle. Alors, j'ai donc décidé de rentrer au village. Alors, quand j'arrive au village, qu'est-ce que je fais? Je commence sur un tout petit espace et je me rends compte qu'après 2 mois et demi, moi aussi, j'ai pu récolter un sac de pommes. Alors, quand je récolte un sac de pommes, et que vraiment je vante, je suis tout à fait surpris par la somme d'argent que j'ai gagnée en 2 mois et demi. Alors, voilà la décision. Moi, j'ai dit de toutes les façons, ça ne sert à rien d'aller à la fonction publique. Parce que tous mes amis qui sont là-bas, déjà, ils n'ont pas ce que j'ai. Avec mes pommes, je mange à la maison. Je donne même à manger dans certaines familles. Et finalement, là, je gagne encore de l'argent. Donc, moi, je me suis dit, il est intéressant que je me concentre dans ce domaine. Et alors, après cette petite parcelle, ayant suffisamment vendu, je me suis décidé donc d'élargir la parcelle. Vous savez que chez nous, nous ne maîtrisons pas encore les systèmes d'irrigation. Donc, nous subissons toutes les contraintes que la nature nous impose. Nous sommes présentement en train de préparer les champs, comme vous le constatez, pour lancer la nouvelle campagne de pommes qui débute d'ici quelques semaines. Alors, nous pensons que la production de la pomme de terre ne doit pas s'arrêter tout simplement au niveau traditionnel. Donc, pour le moment, nous essayons déjà de toucher le volet transformation. Alors, ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est quoi? Nous les transformons déjà en chips et nous essayons de mettre dans des sachets. Et nous avons également fait des tests. Et récemment, nous avons fait un gâteau et un pain, voilà, uniquement à la farine de pommes de terre. Alors, nous sommes en train de voir comment améliorer pour pouvoir commercialiser afin de donner une plus-value à la pomme de terre. Je suis très content de ce que je fais, parlant de la culture des pommes de terre. Parce que vous savez, la pomme de terre est une culture maraîchère. Et ça n'a absolument rien à voir avec le cacao et le café. Rappelez-vous, un seau de 15 litres de pommes de terre actuellement coûte 4 000 francs. Un seau de pommes de terre actuellement coûte 4 000 francs. Et un sac de café coûte 5 000 francs. Vous voyez que un seul seau de pommes de terre, c'est pratiquement le prix d'un sac de café. Et ensuite, le café a une seule récolte par an. Donc, vous comprenez qu'avec les pommes de terre, si le système d'irrigation est mis en place, nous sommes capables de produire 5 fois par an et de consommer ces pommes de terre nous-mêmes. Alors que le café, quand on vous abandonne avec, vous n'avez absolument rien à faire, puisque déjà, il n'est pas transformé chez nous. Donc, retrouvons la culture de pommes de terre, pensons à l'irrigation, faisons les 5 campagnes par an et vraiment soyons libres parce que déjà quand vous vous auto-employez, vous n'êtes pas sous le joug des caprices de votre boss qui va d'un moment à l'autre vous licencier sans toutefois vous donner des raisons. C'est-à-dire vous êtes votre propre patron, vous travaillez, vous gagnez beaucoup et vous êtes libre. Moi, j'invite vraiment tous les jeunes à nous retrouver pour qu'on puisse évoluer dans cette lancée.
Contrairement aux jeunes qui, de retour dans leur pays d'origine, après un séjour à l'étranger, s'installent presque tous dans les grands centres urbains que sont Douala et Yaoundé, c'est ici, dans ce village, à des dizaines de kilomètres de la ville, que nous avons rencontré un jeune qui est retourné dans son pays il y a de cela 1 an. Je suis rentré au pays il y a de cela environ 1 an. Je ne supportais plus rester si loin de ma patrie. Je voulais contribuer activement à son développement. Et en plus, je ne supportais pas faire partie de la minorité en Europe. Celle à qui on demande tout le temps d'où tu viens, où sont tes papiers, quand est-ce que tu repars, etc. Étant en Europe, j'avais déjà plusieurs projets économiques, notamment dans le secteur agroalimentaire. C'est donc par là que nous avons débuté. Nous produisons des cultures à cycle court, c'est-à-dire 3 mois, tels que les maraîchères, comme la tomate, les pastèques, etc. Ça, c'est le secteur primaire, puisque nous voulons d'abord maîtriser la production de nos matières premières avant de passer à la seconde étape, qui n'est rien d'autre que la transformation de nos produits agricoles. Cela va donc permettre de donner d'abord une plus-value à nos produits agricoles, mais surtout créer toujours plus d'emplois pour nos masses populaires. La différence fondamentale entre un salarié et moi, c'est la liberté. Elle n'a pas de prix. Je suis mon propre patron. J'organise mon emploi de temps à mon rythme. Personne ne me dit à quelle heure je dois me lever le matin, ce que je dois faire, etc. Pourtant, en Allemagne, j'étais un esclave. J'étais obligé de me lever presque tous les matins à 4 heures pour aller faire des jobs. Et on appelle ça là-bas le Frühschicht. Je crois que si on me paye même 1 million d'euros le mois, je ne retournerai pas dans ce système-là. Comme mot de fin, j'invite mes compatriotes de la diaspora qui hésitent encore à venir nous rejoindre ici sur le terrain. Il y a beaucoup à faire et tellement d'opportunités économiques. Ça ne sert à rien de rester à Bruxelles, à Paris, à Londres, à New York et critiquer ce qui se fait ici au pays. Le pays a besoin de jeunes qui veulent avancer. Et pour avancer, il faut travailler et non bavarder. À mes amis jeunes qui sont ici au pays avec nous, je leur dis, battez-vous. Ne comptez pas sur les banques ou bien sur l'État pour réaliser vos rêves, pour développer vos projets. Dans mon village, il y a un proverbe qui dit « Soulève ta charge jusqu'au genou et on t'aidera à la mettre sur la tête ». C'est-à-dire quoi? Si vous avez 50 000 francs, commencez un projet qui est possible avec 50 000 francs. Ensuite, passez à autre chose, etc. Le chemin qui mènera à l'épanouissement de notre peuple est encore long. Mais ensemble, nous allons le parcourir avec succès.